Bonjour messieurs, nous nous retrouvons pour cette séance du Cercle du renouvellement constitutionnel pour étudier une partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, déclaration que nous avons déjà examinée article par article précédemment dans nos travaux. Toutefois, nous avons omis de traiter la partie préambule, c'est-à-dire nous avons traité directement l'article 1, mais il y a un préambule tout à fait intéressant à cette déclaration des droits de l'homme de 1789. Et donc je vais l'afficher, partager donc mon écran pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je pense que vous la voyez maintenant à l'écran. Oui? Vous pouvez me confirmer, messieurs, s'il vous plaît? Affirmatif. Affirmatif. Donc je vais vous en donner une première lecture déjà pour déjà voir de quoi il s'agit. Donc préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. Suit donc les 17 ou 18 articles de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc ça, je vous ai donné déjà une première lecture pour vous dire un petit peu ce que l'introduction de cela. Donc on pose, en définitive, en résumé, je dirais, c'est on pose un certain nombre de principes et au regard duquel le pouvoir, les pouvoirs exécutifs, législatifs, doivent se conformer et auxquels le citoyen peut confronter donc les membres du corps social en regard de cela pour pouvoir éventuellement y recourir si nécessaire. Alors, si vous le voulez bien, j'ai placé dans cette déclaration des droits de l'homme quelques éléments qui me semblent tout à fait importants en différentes couleurs dans ce deuxième écran. Donc je vais la relire dans cet esprit pour souligner ces différents aspects. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler sur tout, hein. Par exemple, je ne vais pas détailler les représentants du peuple français, l'Assemblée nationale ou la notion de bonheur. Je laisserai ça à part pour me concentrer vraiment sur le cœur de ce qui est exprimé ici. Donc les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que, et là, donc on considère que, en définitive, les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, c'est l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. D'accord? C'est vraiment ce qui est posé là de façon importante, en mettant vraiment en exergue les droits de l'homme au sens de droit, dans le sens droit envers les êtres humains, hein, c'est-à-dire
on n'est pas forcément dans les aspects règles coercitives qui s'appliquent à l'homme. On est plutôt dans l'aspect contraire, ce que Simone Veil appelle des obligations envers l'être humain. Donc, l'ignorance ou l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc ça, c'est une première chose très importante, hein, qui me semble à noter. Deuxième cas, donc ils ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, donc voilà, une déclaration tout à fait importante, je dirais, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Donc ces droits-là, donc si on oublie ces droits, et ces droits sont le droit naturel, inaliénable et sacré de l'homme, ils sont exprimés dans cette déclaration. Telle est l'intention, tout du moins. Hein. Donc là, je dirais qu'on dit il y a des possibilités de corruption des gouvernements, c'est à cause du non-respect des droits de l'homme, et ces droits de l'homme, on va les exposer, ici, présentement. Hein. Droit naturel, inaliénable et sacré. Et cela, pourquoi est-ce que c'est mis dans cette déclaration solennelle? Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique. Donc, le but de toute institution politique, c'est justement de respecter ces droits de l'homme inaliénables, droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et en plus, et en soit plus respectés, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution au bonheur de tous. Donc voilà, je dirais, les éléments, en définitive, qui fondent, je dirais, alors, moi je vous le dis très clairement, hein, je trouve cette partie superbe. Je pense que c'est justement ce préambule qui rend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen si puissante. C'est qu'elle pose en définitive les termes du contrat social, où dans un sens, on vous respecte, on vous engage à respecter votre droit naturel, et en échange de quoi le citoyen abandonne sa liberté naturelle. C'est la base de toute la philosophie, je dirais, des Lumières. Donc voilà, et donc je pense que c'est vraiment ça qui fonde, je dirais, le succès de cette notion de droit de l'homme, parce que ça repose sur des principes simples, incontestables. En tout cas, c'est ce qui est affirmé ici. Je dirais que pour moi, je trouve cette phase super parce qu'elle exprime exactement ce que doit être et ce qu'est le contrat social, au moins en théorie, et c'est, à mon sens, quasiment inattaquable là-dessus. Au moins sur les principes. On pourra, pour s'en convaincre, d'ailleurs, reprendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui est souvent promue par d'autres personnes, qui n'est pas promue par la République actuelle, mais qui est promue par beaucoup des gens qui sont des communistes, etc., par exemple, se revendiquent beaucoup de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Je vais vous en donner lecture, mais vous allez voir qu'en définitive, ça dit la même chose. Je vais la lire pour que celle-là est quand même moins connue. Je la répète donc. Le peuple français, elle est un peu mieux, hein, mais sur le fond, ça ne change rien. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, là on est beaucoup plus direct, même, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. Le magistrat, la règle de ses devoirs, le législateur, l'objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en présence de l'être suprême la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Je dirais que c'est un peu plus direct comme formulation, pas forcément plus précis, mais je dirais que globalement, le message est le même. Alors, donc, si on se dit, bah, ça a été pris par les uns, repris par les autres, s'appuie sur toute une philosophie qu'elle exprime, hein, les philosophies des Lumières, de Rousseau et de toutes ces notions d'humanisme, on dit, c'est super. Et je dirais que tout l'attrape-nigo, en définitive, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment, que je vais réafficher, repose là-dessus. Elle repose sur ce précepte, je dirais, formidable, mais qui est suivi, et nous l'avons bien démontré dans l'analyse article par article qui suit, par, en fait, des droits naturels qui sont mal ou qui ne sont pas exprimés du tout. Et dès lors, on se retrouve, notamment par la délégation des détails à un niveau de droit inférieur, hein, les règles, par exemple, de la liberté sont définies par la loi, etc. Donc, tout serait parfait, sauf qu'il y ait, est-ce que c'est véritablement un attrape-nigo, puisque nous l'avons vu, nous avons relevé 18 pénalités pour imprécision, 10 pénalités pour incohérence et 3 vétos carrément pour inconstitutionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bel hameçon, que moi je trouve formidable, bon, vous me donnerez votre avis sur le sujet, mais que je trouve formidable, il n'y a quasiment rien à dire, on peut peut-être un peu mieux le rédiger comme ils l'ont fait en 1793, mais ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, c'est dans le détail des articles qu'on voit que c'est véritablement un attrape-nigo. Et ça fait partie, je dirais, de la mouche, pour reprendre la métaphore de la pêche, c'est la mouche qui scintille et qui va faire que les gens vont être attirés vers cela. Mais derrière, en définitive, derrière cette déclaration d'intention, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est vide et qu'en fait, elle ouvre la porte à l'arbitraire. Voilà, messieurs, pour ce préambule qui me semblait important, que nous avions oublié de traiter initialement, qui me semblait important de combler cet oubli. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Messieurs, à vous la parole. Qui veut commencer? Si vous voulez, j'y vais. Eh bien, bonjour à tous. Luc, je ne partage pas vraiment le satisfecit que tu sembles tirer Quelle surprise voilà, de cette déclaration. Voilà, bon, il s'agit dans cette déclaration, ce préambule, et même d'une façon globale de toute la DDHC, mais en particulier le préambule le précise, il s'agit de créer une encre autour de laquelle va s'agréger un certain nombre de valeurs qui serait donc, comme je viens de le dire, une encre, un point d'ancrage, voilà, à tout le déroulé de ce que va produire à la fois donc la suite de la Déclaration des droits de l'homme, mais la Constitution, mais tout le corpus des lois, et ça serait le point source, le point d'ancrage. Voilà. Donc il est très important que ce point d'ancrage soit comment dire, bien situé, bien cerné. Déjà, on a vu qu'il y a un gros problème, et tu l'as souligné, c'est que les droits naturels, qui sont apparemment la source d'inspiration et la source de tout le corpus législatif du pays, ça devrait être un petit peu mieux défini. Donc les droits naturels ne sont pas définis et on devine à la fin de chacun des deux textes que tu nous as montrés que le but, c'est le maintien de la Constitution, le bonheur pour tous, et dans celle de 1993 s'ajoute la liberté. Voilà. Donc le but de tout ça, c'est le maintien, oui, le maintien, oui, les bases de sa liberté et de son bonheur, est dit dans en bas de la déclaration de 1793.
Bien. Moi, je suis désolé, mais je n'adhère pas. À la fois, je peux adhérer à une notion qui ressemble à des droits naturels, du genre des invariants dans les comportements, les aspirations des hommes, etc. On peut donc décrire des choses, mais j'ai toujours dit que ces invariants, on ne considère que les invariants béni oui-oui, c'est-à-dire le désir de liberté, la solidarité, la fraternité, etc., et que en aucun cas et au grand jamais, dans tous ces écrits, ne sont considérés à leur valeur et à leur existence le droit et l'aspiration à la domination, l'aspiration à la puissance, l'aspiration à l'accaparement personnel, etc. Je pense que les comportements humains ne sont pas faits que de choses jolies, qui font jolies dans des déclarations soit humanistes comme elles le sont définies par les Lumières, ou même du temps à travers la chrétienté, etc. Toutes ces valeurs de bienveillance, etc. Bon, il est important de les mettre en avant et d'essayer de les privilégier, mais il est aussi imprudent que de négliger de négliger ce que l'homme a au fond de lui-même, c'est-à-dire il n'a pas que des bonnes intentions. Et voilà, donc tous ces écrits qui se veulent initiaux, originels, faire marquer ce point d'ancrage, ont un gros problème, c'est qu'ils ne prennent pas l'homme en son entier et désirent ne prendre l'homme que dans son côté supposément vertueux, en négligeant la base des tourments et des turpitudes des hommes. Et à partir de là, tout part à volo, et il n'y a plus vraiment de d'assurance que ce point d'ancrage soit vraiment une base qu'on puisse regarder en face et dans son entier. Voilà. Ensuite, les seules causes dans les deux écrits, on parle des seules causes. Bon, c'est un peu hasardeux de dire que ce sont les seules causes. On peut-être, là, comme ça, à brûle-pourpoint, j'ai peut-être pas forcément d'exemple contradictoire, mais faire une exclusive comme ça, c'est quand même un peu hasardeux. Mais là, c'est une réflexion que je me fais juste à la lecture. Je me méfie toujours des écrits qui disent oui, la seule cause, la seule solution, la seule façon. Enfin, tout ça, c'est toujours un peu hasardeux. Bon, voilà c'est le corps de mon commentaire. C'est ça le problème dans ces écrits-là, c'est qu'on ne prend pas le désir, la volonté de puissance et la volonté de pouvoir qu'embarque l'homme dans son ego et dans son existence, les hommes en général, les organisations humaines, et il faudrait enfin qu'on les prenne en considération dans tous ces écrits. Et c'est une négation de l'homme, en fait, qui est écrite là. On ne prend l'homme que dans sa moitié. Si pour le coup, l'homme serait d'une façon égale, soit vertueux, soit malveillant. Enfin voilà, ça c'est une autre réflexion. Voilà, j'en ai terminé pour cette première couche de critique que j'aurais à l'endroit en général, du principe de ce préambule et des bases qu'il prétend jeter. Voilà. Allô? Oui, donc c'est à moi. Donc, je vais d'abord dire quelques mots sur la critique de Jean-Charles pour revenir ensuite à la présentation de Luc. Jean-Charles nous fait un exposé très intéressant qui est une critique sur le fond, pas sur la forme. C'est-à-dire qu'il nous dit que, bon, lui, il aurait écrit autre chose. Hein. Voilà, si on se donnait comme objectif déclaration des droits de l'homme, bon, il aurait écrit autre chose dans le préambule. Alors, bon, j'ai déjà eu
plusieurs fois l'occasion de le dire. Je pense que c'est très intéressant, mais ça me paraît hors sujet par rapport au parti pris que nous avons pris d'étudier des textes tels qu'ils sont. Ensuite, sur les seules causes, Jean nous dit c'est hasardeux, voire péremptoire, de dire que les seules causes des malheurs, des malheurs du monde, non seule cause, malheurs publics et la corruption. Donc les malheurs publics, les malheurs du peuple et la corruption des gouvernements, ça vient du fait qu'on a ignoré, oublié et méprisé des droits de l'homme qui n'étaient pas énoncés. Voilà. C'est vrai qu'on peut dire, c'est hasardeux, c'est péremptoire déjà de dire ça, puis c'est hasardeux parce qu'on veut avoir autre chose. Oui, là encore, c'est une critique sur le fond, mais c'est précisément le prérequis de cette DDHC. Et je pars d'une hypothèse que, attention, pas tous les malheurs du monde, on dit les malheurs publics, c'est-à-dire les malheurs du peuple, je pense que ça veut dire ça, et la corruption du gouvernement, qui sont les deux points importants, je dirais, les deux points fondateurs, et sont les seuls, effectivement, ce sont bien les seuls leviers qui agitent et qui font se lever le peuple à ce moment-là, c'est-à-dire nous sommes malheureux, le peuple est malheureux, et puis en face, nous avons des dirigeants qui sont corrompus. Donc, de ce point de vue-là, historiquement, le malheur du peuple et la corruption des dirigeants, c'est bien le seul moteur de l'action. Dans le malheur du peuple, on met famine, bien entendu. Voilà, donc c'est un prérequis, et à partir de ce prérequis, moi je préfère regarder si c'est bien écrit, et enfin bien écrit, je veux dire, si ça explique bien ce que ça veut introduire ensuite. Alors, ce que ça veut introduire ensuite. Et là, je reviens sur l'intro de Luc qui nous a dit « Nous n'avons pas étudié le préambule ». Alors c'est vrai, on a étudié tous les articles, je crois qu'il y en a 17, mais pas le préambule. Et je vais dire pourquoi on ne l'a pas fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis pourquoi on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que, alors je ne l'ai pas fait, puisque c'est moi qui ai présenté cette série de commentaires, parce que ce préambule, il n'édicte rien. Au contraire des 17 articles qui suivent, il donne les raisons pour lesquelles on va écrire. Il fixe le cadre, il dit voilà, parce que nous avons. Alors là on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, on retrouve un des soucis de Jean-Charles qui aime bien que la loi explique pourquoi elle a écrit ceci, cela. Ben là, la DDHC, il te le dit. En 15 lignes, te dit voilà, on a écrit 17 articles, voilà ce qu'on avait dans la tête quand on a écrit ces 17 articles. Bon, ce qu'ils avaient dans la tête, ça peut ne pas te convenir, mais leur méthodologie, c'est ça. Donc ils expliquent d'abord un peu ce qu'ils veulent faire. Ils veulent donner de la substance aux droits de l'homme. Alors, maintenant, je vais entrer dans des choses qu'a dit Luc au niveau de la critique de ce texte. Tu dis, Luc, que ce texte pose des principes. Moi, je ne dis pas qu'il pose des principes, je pense qu'il ne pose pas de principes. Il fait une analyse politique. Il analyse ce qui s'est passé là, avant la prise de la Bastille. Et voilà, et il en déduit d'ailleurs notamment que tout ça, ça vient parce qu'on ne s'occupe pas des droits de l'homme. Donc il fait une analyse politique, mais il pose pas de principe. Moi, je ne vois rien qui ressemble à un principe, au sens où j'aime définir un principe, c'est-à-dire une affirmation, une proposition claire qui fonde un raisonnement, une structure de raisonnement, et duquel on va pouvoir déduire des règles d'application. Alors donc, de même que ce préambule ne pose pas de principe, à mon avis,
il emploie un mot qui me paraît extrêmement intéressant, qui est le mot bonheur. Et le mot bonheur, il n'est que dans ce préambule, il n'est ni dans les autres textes constitutionnels, ni dans les PFFFFRRR. Voilà, bonheur, il n'y a que dans ce préambule. Et donc, moi, ça m'a intrigué la première fois que j'ai lu ça, parce que ça ne ressemble pas du tout à un verbiage, voilà, un langage juridique, législatif, et encore moins constitutionnel. Et puis, après, j'ai regardé historiquement qui avait écrit ces DDHC. Alors, bon, on va dire c'est Mirabeau et Sieyès, enfin, bref. Mais d'où est-ce qu'ils ont sorti ça? Eh bien, ils ont sorti ça de leur cerveau, mais il n'y a jamais rien qui arrive ex nihilo. Et en fait, ils se sont très, très, très largement inspirés de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776, c'est-à-dire qui avait été édictée 20 ans avant, 23 ans avant. Bon. Qui est... alors, autant j'ai dit hors micro, off, au début de cette réunion, que ce préambule de la DDHC avait une forme un peu lyrique, hein, politico-lyrique, mais c'est rien à côté de la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est un texte sublime. C'est presque, ça pourrait presque avoir été écrit par Échille dans une tragédie grecque. Hein, voilà. Bon. Et donc le premier, les premiers législateurs, constitutionnalistes, qui ont employé le mot bonheur dans un texte fondateur ou une constitution, bah, c'est les Américains. Hein. Ah, alors, bien. C'est bien que ça soit dit et que ça puisse être rappelé de temps en temps. Alors, les 4 droits naturels qui sont énoncés dans la DDHC, bah, on connaît tous, hein, c'est la liberté. La liberté est déjà inscrite, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, on trouve la vie, la liberté, on retrouve, hein, on écrit quand même pour libérer les hommes. Hein. Voilà, la liberté est incontournable, mais les Américains ont mis la vie et le bonheur. Voilà. Bon. Et donc, il faut rendre justice à la fois à cette déclaration d'indépendance des États-Unis, mais aussi au préambule de la DDHC, d'avoir dit que finalement, la Constitution, à l'époque c'était l'ébauche d'une Constitution, ben, l'objectif c'est le bonheur. Bon, et il est regrettable que ce ne soit que dans la DDHC que cet objectif-là soit pointé. Alors, j'ajouterais également que cette phrase extrêmement intéressante, afin que les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, pourront être, grâce aux 17 articles qui vont suivre, à tout instant comparés avec le but de toute institution politique. Alors, on a déjà parlé de l'institution politique. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas été forcément d'accord. Moi, je dis ce sont les partis politiques. Hein. Voilà. Bon, mais là-dessus, on n'a pas été tout à fait d'accord. On n'a pas de définition claire de ce que c'est une institution politique. Moi, je dis c'est les partis politiques. Voilà. Voilà. Bon. Confère je crois que c'est dans l'article 4 ou 5 qu'on parle le but de toute institution politique, ou l'article 3, et à propos duquel nous avons eu des interprétations divergentes, mais on n'a pas de preuve absolue de ce que ça veut dire exactement. Soit respecté. Donc, ça veut dire que l'une des ambitions de cette DDHC, des 17 articles qui vont suivre,
c'est de fournir, en quelque sorte, je dirais une grille de lecture ou, si on veut l'utiliser au niveau du CRC, une grille de notation. Une grille de notation, c'est-à-dire que c'est que fait le pouvoir exécutif? Que fait le pouvoir législatif? Que font les partis politiques ou les institutions politiques? Eh bien, si combien on leur met sur 20 pour la liberté, combien on leur met sur la propriété, etc. Et là, on va pouvoir faire une grille d'audit en se basant sur disons, les éléments fondateurs que nous a indiqué cette DDHC. Donc, cette DDHC, c'est un petit peu un outil d'évaluation des comportements de la représentation. Un dernier mot sur les droits naturels, puisque c'est vrai que cette DDHC, elle introduit cette notion de droit naturel, elle crée la notion des droits de l'homme, ce que c'était, hein, et elle dit, voilà, l'homme a des droits, et puis ils sont immédiatement déclinés, sont des droits naturels. Alors ils sont naturels, ils sont sacrés, inaliénables, et ils sont énoncés sous l'auspice, l'être suprême, sous l'auspice de Dieu. Ouais, bon. Donc c'est extrêmement fort, et donc ces droits naturels, ils sont au nombre de 4, hein, on n'en cite pas plus. Voilà. Bon. Mais on ne va pas plus loin, c'est-à-dire que alors, je dirais, il n'y a pas de définition de ces droits naturels. Ils sont quand même énumérés. Donc ça c'est très intéressant. Et donc on pourrait dire que la DDHC définit de façon claire et finalement, on n'a rien d'autre à se mettre sous la main, à mon avis, et là je ne vais pas relancer le débat sur les droits naturels d'opposite, on n'a rien d'autre à se mettre sous la main en termes de texte législatif pour dire ce que c'est que le droit naturel. Eh bien, ce sont ces 4 droits. Voilà, d'après la DDHC. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Christian. Alors, bon, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Par rapport à Jean-Charles, sur le fait de dire que dans les droits de l'homme, on ne parle pas des aspects négatifs des droits naturels, on ne parle pas des aspects négatifs de l'homme. Mais c'est précisément ce que l'on cherche à faire là-dedans. C'est-à-dire à prendre les choses qui vont dans le sens du bien de l'homme, y compris dans ses comportements, et donc d'évacuer tous ces aspects négatifs de l'homme. C'est précisément l'objectif même. Donc on ne va pas énoncer dans le droit de l'homme, il a le droit de tuer, etc. etc. Enfin, précisément, le but est de respecter ce qui va dans le sens du bien de l'homme. Donc c'est ce qui explique pourquoi on n'énonce pas ce qui est dans l'homme peut être mauvais. Donc là, je pense qu'il y a un problème de voir ce que c'est que cette définition du droit naturel. Voilà. Je crois que, alors par ailleurs, je crois que ça répond à Christian et à Jean-Charles aussi, c'est sur les seules causes. Bon, sur les seules causes, moi je pense que Christian a répondu à ce sujet. Moi je suis d'accord, ce sont les seules causes parce qu'on parle justement des institutions publiques. Mais je n'ai pas parlé de principes, hein, je pense. Je pense que ils disent les principes vont être énoncés dans la déclaration qui suit dans les articles. C'est ça qu'ils disent. Hein, désormais sur les principes simples et incontestables qui vont être énoncés aussi après. Je ne parle pas de principe. Je dis ce qui est posé là, c'est le contrat social. C'est-à-dire que on part d'un constat, l'ignorance et l'oubli, le mépris des droits de l'homme. Dès lors, pour résoudre ça, on va poser dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Et ce qui fait qu'il y aura dès lors que tous les membres du corps social, donc
les gouvernants comme les gouvernés, etc., tous, afin que les actes du pouvoir, hein, de tous les pouvoirs, en soient plus respectés. Voilà. Ce qui est en plus respecté, ce sont les actes du pouvoir. Hein. On ne va pas faire de contresens dans la lecture de cette phrase, c'est important. On pose bien là un contrat, en fait, en disant on vous reconnaît vos droits de l'homme, etc., comme inaliénable, etc. Et tout le monde, quelle que soit sa place dans le corps social, doit les respecter. C'est ce qui va permettre aux actes du pouvoir qui vont être pris qu'ils soient en plus respectés. On pose là vraiment, alors je sais pas, moi c'est pas forcément un principe, mais c'est pas un principe, mais ça pose la base en tout cas du contrat social. Oui, enfin là ça énonce la notion de contrat social. C'est ça que ça dit. Alors j'avais, bon voilà, ça c'est pour ça, mais je pense que c'est important de le souligner parce que à première lecture, ça peut échapper. Hein. Effectivement, cette partie que j'ai mis en bleu surlignée là, en plus soit respectée, ce sont les actes du pouvoir hein, dont il est question. Le bonheur, bah oui, je l'avais exclu, hein, comme l'Assemblée nationale de mon analyse, parce que là, pour le coup, s'il y a bien un mot extrêmement flou, c'est bien le bonheur. Personne ne sait ce que c'est exactement, et c'est sans doute d'ailleurs un des gros problèmes, et c'est peut-être une des choses qui mériterait d'être creusée. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre du CRC, pourquoi pas d'ailleurs, mais qui mériterait d'être creusée en soi. Est-ce que le bonheur est un objectif? Bon, hein, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est. Bon, déjà, j'y réponds un peu à ma façon. Enfin, Christian, tu nous dis, tout ça, cet énoncé, bon, tout aussi imparfait, on l'a vu, hein, comme j'ai répété, hein, 18 pénalités pour imprécision, 10 pénalités pour incohérence, 3 vétos pour inconstitutionnalité. Donc on voit bien que c'est cette déclaration des droits de l'homme, c'est pas qu'elle est ni faite ni à faire, c'est qu'elle est volontairement, je dirais, viciée. Et ce qui la justifie, c'est justement ce préambule, ce qui en fait son attractivité, je dirais. Mais du coup, on a posé là, malgré tout, un principe qui est celui en énonçant un certain nombre de droits naturels, de droits de l'homme, si ils sont énoncés de façon précise et pertinente, on a effectivement là la possibilité d'avoir une grille de notation, d'une note sur 20. Et ça, c'est tout à fait pertinent. Et c'est pour ça que, et c'est là, moi, dans ma réflexion personnelle, quand on a construit notre constitution et tout ça, que j'en suis arrivé, justement, en fait, on oppose souvent les termes de civilisation et de barbarie. Comme si on est soit barbare, soit on est civilisé. Non. On est plus ou moins civilisé ou plus ou moins barbare. Et c'est cette grille de notation, de respect justement des droits de l'homme imprescriptibles et sacrés et inaliénables. C'est en fonction d'une société, si elle respecte plus ou moins bien ces grilles de notation, qu'on va pouvoir dire elle est plus ou moins civilisée ou plus ou moins barbare. Et ça, c'est extrêmement... Ça, quand j'ai découvert ça, j'étais très heureux parce que là, du coup, on se retrouve devant quelque chose où on objective. On peut objectiver ces notions de civilisation et de barbarie. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de barbarie et de civilisation, mais c'est dans cet esprit-là, parce que justement, on peut le noter et on pourra dire, eh bien, ça, telle loi, tel machin, ben c'est barbare, c'est pas barbare, etc. Parce que ça respecte plus ou moins. Et on peut faire une note sur 20, effectivement. Voilà. Bon, je m'écarte un petit peu du... Enfin, si, on est quand même un petit peu dans le sujet, hein, mais on remonte d'un cran, je dirais. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Ben oui, moi c'est à propos des droits naturels, toujours, l'objection que j'ai faite, bon, d'une part, oui, Christian, je me suis attaché à commenter le fond, parce que après tout, la forme, elle dit ce qu'il y a à dire, les objectifs sont déterminés, la façon d'y arriver, comparer entre les institutions politiques, certaines choses, enfin bon, la forme est pas trop contestable.
Mais moi, voilà, je veux effectivement regarder vraiment le fond. Ça me paraît très important. C'est quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans ces droits naturels, je suis désolé, mais cette incomplétude en fait, ils sont en train d'écrire une nouvelle Bible. Donc la Bible d'avant, les religions, etc., étaient censées réfréner justement, Luc vient d'en parler, la barbarie de l'homme, et de le cadrer sous un certain nombre de règles et sous la menace de l'enfer et de la non-rédemption du pécheur, etc. Donc bon, ça c'était la police de la pensée religieuse. Et là, d'une certaine façon, mais la religion, je veux dire, ne niait pas l'existence du diable, de l'enfer, etc. Là, la DDHC nie totalement. Elle parle effectivement de vices qui sont la corruption possible de certains politiciens, etc., et qu'il faut combattre les vices. Mais à l'intérieur justement, dans le profil de l'homme, ces vices existent et pourtant, les droits naturels n'en parlent pas, ne les intègrent pas, et il y a une espèce de point aveugle, de vision aveugle dans tous ces écrits. Et c'est ça qui me pose vraiment problème toujours autour de cette histoire de droit naturel, alors qu'on dit que l'homme est humaniste, n'aspire que au bien, à la liberté, à l'égalité, etc. On met en place tout ça, et en face, on parle de la possible corruption, du possible vol, du possible meurtre, etc. Et on oppose donc les droits naturels qui seraient forcément bien, gentils, etc., qui seraient l'arme ultime pour combattre les péchés, les mauvaises intentions des hommes. Il y a une espèce de schizophrénie là-dedans qui m'horripile. Et par exemple, je vais en venir au bonheur. Le bonheur, en fait, c'est l'absence de souffrance, soi-disant. Mais une fois qu'on a atteint l'absence de souffrance et a obtenu ce qu'on veut, on arrive, une fois que c'est fait, à l'ennui. C'est-à-dire que le bonheur, cette espèce de fil tendu entre la souffrance et l'ennui de la satisfaction. C'est-à-dire la non-satisfaction, la satisfaction, et entre le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la conquête. C'est l'endroit où c'est le moment où tu fais la conquête, où tu agis pour obtenir, te sortir de la souffrance et obtenir ton objectif. D'un côté, tu as la souffrance et au final, tu as l'ennui, mais le bonheur, c'est ce mouvement. Le bonheur est un mouvement. Et, dans les droits naturels, il y a un mouvement qui est nié, c'est l'aspiration à la puissance, la volonté de puissance de l'homme, des sociétés humaines. Et dans les droits naturels, on ne veut pas mettre cette aspiration à la puissance. C'est un petit peu comme en France, on dit souvent que les Français n'aiment pas l'argent, etc. Il y a une espèce de pudeur pour les Français face à l'argent, et il y a une pudeur pour les démocraties, etc., face à la puissance et au désir de pouvoir et au désir d'action. Et je pense que tous ces corps, ce corps de constitution, de loi, etc., c'était une espèce de religion qui nie à l'homme sa possibilité, sa volonté de bonheur à travers l'expression de sa puissance. On émascule, en définitive, les hommes dans leur vie, dans leur façon de vivre, dans leur intention de vivre et dans leur énergie de vie. C'est ça qui me pose problème. On ne met pas dans ces déclarations ce qui fait l'homme, ce qui l'anime. Voilà, je pourrais continuer à disserter dans cette direction, mais je pense que je me suis fait comprendre. Voilà. Jean-Charles, Christian, tu veux ajouter autre chose? Oui, je voudrais en remettre une petite couche sur la fameuse phrase « afin que les actes du pouvoir législatif
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparé, hein, en soi plus respecté. Nous sommes d'accord, donc semble-t-il, toi et moi, Luc, pour dire que c'est un peu l'énoncé logique, un énoncé logique d'une grille de notation, une grille de lecture, et dont les repères, dont les paramètres seraient les 4 droits naturels. C'est-à-dire, est-ce qu'on respecte plus ou moins bien la liberté? Est-ce qu'on respecte plus ou moins bien la propriété? Est-ce qu'on respecte plus ou moins bien la sûreté, etc., etc. Donc, à partir de là, on a une note qui va du plus bas au plus haut, en passant par le moyen, pondéré, étant donné qu'il y a 4 variables, pondérées par la note qu'on peut avoir pour chaque variable. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de baser un audit. Donc, je vais dire avec toi jusque-là, sauf sur la fin, et c'est pour, à la fin, avec une notation, on va pouvoir dire si on est plus ou moins civilisé, plus ou moins barbare. Alors, tu sais que j'ai du mal à te suivre sur cette affaire de barbarie, de civilisation versus barbarie. Bon, mais ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas engager là, mais que je voudrais bien qu'on ait un jour, on l'a amorcé, mais pas finalisé. La conclusion pour moi, c'est plus ou moins démocratique. Voilà. On est là dans l'émergence de la démocratie, encore pas vraiment prononcée, mais déjà annoncée, et c'est une grille d'évaluation pour savoir si le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, etc., dans tout corps d'État, au regard de ce qu'il respecte plus ou moins l'un des 4 droits naturels, va pouvoir être plus ou moins démocratique. Voilà ce que je voulais rajouter sur cet aspect. Et puis, je vais rajouter une chose sur le bonheur. L'affaire du bonheur, où tu nous dis, et tu as raison, bah oui, j'en ai pas parlé parce que le bonheur, on ne sait pas ce que c'est, donc voilà, ça a été mis comme ça, après on ne sait pas ce que c'est. Alors, et puis tu dis, est-ce qu'on peut, dans une constitution ou dans un texte législatif, mettre le bonheur comme objectif? Est-ce qu'on peut? Et donc ta réponse en creux, elle est non, on ne peut pas. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr, parce qu'effectivement, le bonheur, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que s'il faut qu'on ait une définition du bonheur, on va pas en donner. Par contre, on peut demander aux gens s'ils sont heureux ou pas. Et donc, si on fait un gouvernement, hein, avec un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, avec des institutions politiques, et puis que, voilà, on fait un pouvoir pendant 4 ans, par exemple, et puis au bout des temps, est-ce que vous êtes heureux? Bon, hein, suffrage universel, non manipulé, les gens répondent non, on n'est pas heureux. Bon, on n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'on a tout faux. Donc, le bonheur, effectivement, on a tendance à dire, bon, on ne peut pas s'en servir d'un point de vue juridique, législatif, politique. Et là, moi, je dis qu'on n'a jamais essayé, que c'est possible, il suffit de demander aux gens s'ils sont heureux ou pas. Une question simple à laquelle on peut répondre oui ou non. Attention, dans le oui et dans le non de chacun, on y mettra des choses différentes. Comme le dit Jean-Charles, on est heureux, on ne souffre pas. Oui, mais bon, si on te demande est-ce que tu es heureux, tu vas pouvoir dire oui ou non. Ou je m'abstiens, entre les deux. Mais l'abstention, ça existe aussi. Voilà. Merci, Christian. Oui, bah, il faudra qu'on débatte un de ces jours, peut-être effectivement, de civiliser barbarie. Enfin, moi, j'ai exposé un peu du coup l'aboutissement de ma réflexion sur ce sujet. Tu dis ça, c'est un plus haut ou bas niveau de démocratie. C'est pas dit là. Dans ce qui est dit là, je dirais. C'est pas non plus barbarie. Hein. Non, mais par rapport à démocratie, hein, démocratie, pouvoir du peuple, on peut très bien imaginer et des situations avec un roi ou avec un chef de tribu ou je ne sais quoi, où les droits naturels, les droits de l'homme sont parfaitement respectés.
je pense que ça n'a pas de lien direct avec la démocratie. La démocratie, c'est un système politique qui arrive avec le développement des forces productives, hein, voilà, j'ai rien inventé là-dessus, qui est adapté parce que c'est l'état global de la société, de sa production, permet et exige même ce mode de gouvernance. Mais on peut imaginer que les droits naturels étaient très bien respectés par d'autres institutions. Alors, et je finirai sur la notion de volonté de puissance, donc que l'on doit à cette personne qui s'appelle Friedrich Nietzsche, qui, à mon sens, n'est pas un philosophe, était juste un communicant. Cette volonté de puissance, moi je la dénie, je dis qu'elle n'existe pas. Donc, vouloir en faire une expression, de vouloir se baser là-dessus, et du coup, si on est nietzschéen, c'est tout à fait logique qu'on veuille détruire cet édifice humaniste, tout ce qui a été construit justement par les Lumières, qui aboutissait à cela en définitive, à l'humanisme, qui aboutit par les droits de l'homme, le respect de ses droits humains. Et du coup, tout Nietzsche et tous ceux qui sont à sa suite, je dirais, sont effectivement contre la démocratie. Là, pour le coup, on y arrive fatalement, puisqu'on est dans cette critique-là, et donc on veut un autre régime. Bon, on sait quel régime s'est inspiré justement de cette personne et de cette volonté de puissance, qui pour moi n'existe pas. Ce qui existe, c'est, bon, on a eu l'occasion d'en discuter, c'est la négantropie, c'est la volonté de vie. Mais dans la volonté de vie, c'est pas la volonté de puissance, la volonté de vie. Il y a au moins autant, sinon beaucoup plus, de collaboration, de synergie, de, comment ça s'appelle, de symbiose, que d'affrontement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'affrontement qui existe, mais dans la vie, c'est tout cela. C'est pas simplement cette volonté de puissance d'écraser les uns par rapport aux autres. Hein. Et en tout cas, c'est comme ça que ça a bien été pris par la suite. Voilà. Bon, après... il y a quand même une grande confusion sur cette histoire de volonté de puissance. Au contraire, la volonté de puissance, c'est la volonté de vie. Et là, il y a un non-sens. Il y a un non-sens complet dans la traduction de ce que tu es en train de poser de Nietzsche. Bah, alors on en reparlera dans un débat dédié. Alors. Ce n'est justement pas ça. Au contraire, c'est la réalisation de l'homme, de chaque homme et des sociétés humaines à travers leur volonté de s'épanouir. Et la volonté de vie, elle est là, elle est formulée dans la volonté de puissance. Elle n'est pas du tout ce que tu es en train de décrire. Eh bien, on en débattra dans un autre lieu, parce que là, je pense que c'est pas le bon moment, comme on fera pour la barbarie et la civilisation. Autre chose, ou on en reste là peut-être? Juste un petit point d'ordre, une petite rectification sur cette fameuse grille de lecture, grille de notation, qui aboutit sur, j'avais dit, plus ou moins de démocratie. Et toi, tu dis plus ou moins de civilisation, plus ou moins de barbarie, et tu dis on peut très bien être dans un régime qui n'est pas démocratique et qui respecte les droits naturels. Alors, effectivement, je pense que le mot démocratie n'est pas vraiment adapté. Donc, je pense que j'ai fait une erreur de nomination, d'autant plus que j'avais indiqué que démocratie, c'était pas encore, le mot n'était pas encore vraiment sorti. Je m'arrêterai plutôt sur, en fait, une grille d'évaluation des respects des droits de l'homme. Voilà. On est dans une société qui respecte les droits de l'homme ou qui ne les respecte pas. Est-ce que, quand on ne respecte pas les droits de l'homme, c'est forcément de la barbarie? Voilà. C'est là, peut-être que la nuance ou le distinguo existe. Mais effectivement, donc, mon appréciation était relativement inappropriée. La grille de notation, plus ou moins de liberté, plus ou moins de sûreté, plus ou moins
de respect de la propriété et plus ou moins de résistance à l'oppression, ça veut dire est-ce que je respecte plus ou moins les droits de l'homme? Eh bien, nous finirons sur cet accord final entre Christian et moi sur cette interprétation. Merci, messieurs.